Bienvenue dans cette nouvelle masterclass dans laquelle nous allons parler de relations et surtout de relations à soi pour faire les bons choix professionnels. C'est tout de suite avec Anne Demanja. Sur la route qui s'ouvre sous tes pas, y a plus rien qui retient tes choix. Le vent te pousse, la chance est là, la voie est libre, écoute-la. Dans l'inconnu, tu avanceras, loin des chaînes qu'on t'a posées. Y a pas de carte, juste un départ, la voie est libre, juste sous tes pieds. Bonjour Anne, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Marie, je suis très honorée d'être là, donc merci à toi de m'avoir invitée. Anne, tu es coach en relation, mais avant tu étais aussi pendant plusieurs années enseignante. Tu étais formée à plusieurs outils, on va en reparler. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Mon parcours, c'est vrai qu'il a été très linéaire pendant 20 ans, c'est-à-dire que j'étais professeure des écoles et j'adorais ça. Je me suis franchement éclatée pendant 20 ans. Parallèlement, je continuais à me former parce que je me disais, je vais peut-être passer psychologue scolaire, donc je suis repartie à la fac faire de la psycho, voilà. Et puis finalement, le métier de psychologue scolaire, je trouvais que c'était trop de papier, pas assez en contact avec les élèves, donc je suis revenue en classe. Et puis voilà, ça a continué comme ça, en me formant petit à petit et en continuant ma classe. Et puis mon mari a été muté en Espagne, donc je suis partie en expatriation. Et là, je me suis dit que c'était une opportunité pour faire autre chose et pour avoir une deuxième vie. Ok, donc aujourd'hui, tu es pardon. Tu es psychopraticienne et également coach en relation à soi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Je dis souvent, mon terrain de jeu, c'est la relation. Parce que j'ai toujours été attirée par le relationnel et pour moi, c'est par là que tout passe en fait. Quand on est enseignant, c'est par la relation que passent les apprentissages et puis c'est comme ça pour tout. Donc voilà, moi je travaille sur le relationnel. En fait, c'est de ton métier d'enseignante qui est venue cette passion de la relation et c'est ce qui a fait que tu t'es formée. Alors, tu t'es formée à plusieurs outils, notamment la méthode ESPER. Comment ça t'a aidé, toi, peut-être dans le métier d'enseignante et puis après, effectivement, dans l'accompagnement? Alors la méthode ESPER je suis arrivée complètement par hasard, grâce à mes enfants en fait parce que, j'avais 3 enfants et j'avais, quelques soucis, avec, le second qui voilà venait me challenger un petit peu, il me sortait de ma zone de confort, de ce que j'avais appris en tant que bonne instit où j'étais persuadée qu'on avait un mode d'emploi, pour élever les enfants. J'étais très sereine là-dedans et puis, ce second fils, il est venu, me sortir de là en me disant: «Bah non, le mode d'emploi, il a pas fonctionné avec lui». Donc il a fallu que j'aille chercher, ailleurs et dans une conférence, à l'école de mes enfants, je suis tombée par hasard, mais y a-t-il vraiment un hasard? Sur, une formatrice qui venait présenter les outils de la méthode ESPER. Donc c'est une méthode qui a été créée par, Jacques Salomé et voilà, c'est sa force, c'est la visualisation externe, donc on montre sans arrêt ce dont on parle, donc souvent avec des écharpes, avec des objets. On montre le contenu relationnel, le système relationnel et ça a vraiment un gros impact. Donc au départ, je m'en suis servie, moi, dans ma propre famille et quand j'ai vu que ça fonctionnait, mais très, très bien, que, l'ambiance à la maison, de cris sans arrêt s'est passée à un apaisement et donc j'ai réussi à faire passer des choses dans la direction de mon fils. Ça a aussi apaisé les relations avec mon conjoint. Du coup, je me suis dit: «Bah, pourquoi pas essayer en classe?» Donc j'ai testé en classe et là j'ai vu que ma pratique de classe a été vraiment complètement révolutionnée, je trouvais que je criais moins, que j'étais beaucoup moins énervée le soir et que j'avais retrouvé un regain d'énergie. Donc, pour moi, elle m'a beaucoup apporté. C'est ce qui fait que maintenant, c'est mon socle, en fait. Je ne pourrai plus m'en écarter, je ne pourrai plus revenir à avant. Ça fait donc 15 ans que j'ai démarré et je crois que je n'ai pas fini parce que je suis une étudiante, donc je continue à me former. Et tu as aussi une formation avec la théorie polyvagale. C'est important aussi de la nommer celle-ci parce que je pense qu'elle a beaucoup influé ta pratique et ton développement d'accompagnante. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? La théorie polyvagale, pour moi, c'était un retour aussi à mes premières formations puisque j'ai une première formation de biologiste
Et donc là, c'était pour moi un retour aux sources, mais ça a été une révélation parce que j'ai compris beaucoup de choses grâce à notre système nerveux et nos systèmes de survie, nos mécanismes de défense qui sont vraiment ancrés en nous dès le plus jeune âge, et ça montre nos fonctionnements. Très en relation avec la communication relationnelle ou méthode ESPER, tout est complémentaire. Cette théorie polyvagale, elle a été mise au jour par Stephen Porges aux États-Unis et puis reprise par Peter Levine et Deborah Dana ici en Europe. Ça fait de beaux résultats. Alors aujourd'hui, on va en parler aussi, mais vraiment dans l'optique de la relation à soi. Alors pourquoi la relation à soi? Parce que justement, on va mettre ça aussi en parallèle avec nos choix professionnels, avec les émotions qui viennent aussi nous travailler dans des périodes où on est un petit peu en difficulté, peut-être, où on trouve plus sa place, peut-être aussi dans son métier, on se pose des questions. On va y aller tout de suite, si tu veux bien, avec cette question, puis on va définir aussi peut-être qu'est-ce que c'est que la relation à soi. Créer le lien avec soi, avec soi-même pour faire les bons choix professionnels. J'ai trouvé ce titre merveilleux, hein. C'est toi qui l'a trouvé, mais je l'ai trouvé merveilleux parce que c'est le lien avec soi, la relation à soi. Donc je l'ai sous-titré La relation à soi est essentielle pour faire des choix, quels qu'ils soient, et donc surtout pour les choix professionnels. J'ai tenu à questionner qu'est-ce que c'est qu'un bon choix professionnel, parce que ça peut être compliqué de définir ce qu'est le bon choix, et ça peut mettre un peu anxiogène de se poser la question de c'est quoi le bon choix en fait. Donc un bon choix professionnel pour moi, alors ça n'est que ma vision des choses, mais c'est un choix qui est en accord avec moi et avec mes valeurs et avec mes propres croyances, avec tout ce que je suis. C'est un choix qui ne va pas me mettre en danger, c'est un choix dans lequel je suis alors en sécurité serait l'idéal, mais à minima, si je ne suis pas forcément en sécurité dans ce choix, au moins je ne serai pas en danger. Et ça c'est important. La notion de sécurité, pour moi, elle est très importante. Et puis c'est un choix qui me fait vibrer aussi, c'est-à-dire qui va me faire pétiller, me faire me rendre joyeuse. Donc voilà, pour moi, comment j'ai défini un bon choix professionnel. On voit bien que là, on va être obligé d'aller se connecter à soi, là. On parle de valeurs, de vibrations, et du coup, on voit que si on est déconnecté à soi-même, ça va être difficile de poser un bon choix. C'est ça, c'est exactement ça. La relation à soi, elle est indispensable pour faire un bon choix. Sinon, on prend le risque de faire un choix par défaut, ou un choix à la va-vite, ou un choix sous la pression des autres. J'y reviendrai plus tard. Ou un choix conventionnel, peut-être. Donc, un bon choix professionnel, moi, c'est comme ça que je l'ai défini. Et c'est ce qui m'a aidé, moi, dans mon cas, à démissionner, puisque j'ai démissionné il y a tout juste un an. Ça fait 8 ans que je n'enseigne plus, mais j'ai démissionné, j'ai sauté le pas l'année dernière. Donc, voilà, ça a été ce qui m'a aidé à prendre cette décision. Donc oui, la relation à soi, se questionner et revenir à soi me semble indispensable pour prendre le bon choix. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation? Jacques Salomé, lui, il a eu cette idée géniale de passer par cette fameuse visualisation externe. Donc, il a pris une écharpe pour représenter la relation et de montrer donc qu'il y a 2 bouts dans une relation. Alors moi, quand je suis en visio, je le montre avec un ruban. Donc, on voit la circulation qui est double de part et d'autre, avec ce qui vient de moi et va vers l'autre, et vice-versa. Donc, c'est un double conduit. Mais ici, moi, vraiment, ce qui m'a été le plus impactant dans la méthode ESPER, ça a été la notion de responsabilisation. De se dire que si dans la relation, on est à 50% responsable et co-auteur de la relation, à mon bout, c'est-à-dire de mon côté, à moi, ici, de la relation, eh bien, je suis bien à 100% responsable de tout ce que je vais mettre dans la relation, de ce que je vais dire, de ce que je ressens, de ce que je vais faire. Par contre, je ne suis pas du tout responsable à l'autre bout de la relation, de comment va le prendre l'autre. Mais par contre, à mon tour, je ne vais être responsable non pas du message qu'il va m'envoyer, mais de ce que je vais en faire. Donc voilà, ça c'est
La responsabilisation dans la relation, pour moi, c'est un concept essentiel dans cette notion de relation à soi. Parce que si ici, dans la plupart du temps, nous sommes au centre de multiples relations, à ma sœur, à mon frère, à mon mari, à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, à mes enfants, à mes collègues de travail, voilà. Donc on est en général au centre de ces multiples relations. Il faut noter qu'elles sont chacune uniques, ces relations, et ça, c'est très important aussi. Et on va arriver à la fameuse relation à soi. La relation, elle vient de là à là, c'est-à-dire des oreilles à ma bouche, ou je pourrais même le mettre à mon cœur. C'est une relation de moi à moi. Donc, qu'est-ce que ça suppose être en relation avec soi? Qu'est-ce que ça va supposer? Eh bien, ça va supposer de s'écouter et surtout de s'entendre. Et ça, c'est pas évident. Et je dois avouer qu'avant de rentrer dans le développement personnel, il y a 15 ans de ça, j'étais bien loin d'entendre justement et surtout de m'écouter. Je ne savais pas m'écouter et je ne savais encore moins m'entendre. Alors sur quoi? Et ça va être les balises. C'est important pour moi de le rappeler parce que c'est mes balises un petit peu chaque jour. Donc, mes comportements, mes actes, mes paroles. Alors bien sûr avec autrui, hein, mais aussi avec moi. C'est-à-dire que j'ai découvert que tout ce que je pouvais dire aux autres, hein, toutes les paroles que j'utilisais et que j'utilisais dans la relation avec autrui, mais dans ma relation à moi-même, comment je m'appelle, comment je me traite, les petits mots doux du style quand je fais tomber un verre, oh quel nul. J'ai fait attention à ne plus l'utiliser maintenant. J'avais découvert qu'en fait, en m'écoutant et en m'entendant, j'utilisais beaucoup le quel nul, le quel empoté, voilà. Et maintenant, j'ai essayé de remplacer ça avec, non pas en me qualifiant, mais en disant: «Ah mince, quelle maladresse!» quelque chose comme ça. L'acte au lieu de qualifier la personne. Voilà. Et ça, c'est très important et ça va être quelque chose de très, en fait, qui est à la fois le cœur et le début, en fait, du travail sur soi et sur la relation. S'écouter, comment on se parle et comment on parle aux gens. Parce que l'autre aussi, ça va être un miroir qui va nous être envoyé. Donc, pour moi, ça a été vraiment le début de mon travail et c'est un peu mon phare sur ma relation à moi quasi quotidienne. Dans les compétences dont je parle, les agilités, c'est un petit peu aussi cette idée de prendre du recul par rapport aussi à ce que j'ai reçu, parce qu'on a un bagage là aussi par rapport à notre relation à soi qui se construit depuis le début de notre vie et puis de voir aussi le reflet par rapport aux autres comme tu disais, donc cette prise de recul pour soi, pour les autres et voilà d'être en méta, tu vois? De se mettre un petit peu en méta de ce qu'on dit, de ce qu'on fait. Tout à fait, c'est vraiment tout à fait. intéressant. C'est très important, ouais, ouais, c'est vraiment très important et pour moi, c'était une découverte, hein. J'ai l'impression vraiment qu'avant, il y a 15 ans, avant, mon premier stage de développement personnel et de communication relationnelle, j'avais l'impression que j'étais en pilote automatique et que j'agissais comme j'avais été élevée et voilà, je ne me questionnais pas sur la relation à moi, je ne me questionnais pas sur les actes, sur mes comportements, sur mes paroles. Voilà et maintenant ça reste une vigilance constante. Ouais. Est-ce que tu dirais que si on est dans une phase ou dans un contexte, un peu violent ou stressant, ça s'aggrave un peu ces comportements qu'on a ou ces paroles qu'on a? Oui, oui, ça c'est évident, hein, ça on le verra un petit peu plus tard et ça c'est vrai qu'en théorie polyvagale on a pu mettre le doigt dessus. Il y a un réel impact de l'environnement dans lequel on vit, donc de l'éducation que l'on a reçue, sur notre propre système nerveux qui fait que, ça a un impact sur nos actes, sur nos comportements et sur nos paroles. C'est évident, ouais. Mais ça, moi, j'en avais pas conscience avant, hein, vraiment. Donc voilà et puis une chose aussi qui a été révolutionnaire pour moi, ça a été, d'écouter et d'entendre mes symptômes. Alors ça, vraiment, c'est quelque chose, au départ, la première fois que j'ai entendu ça, moi qui avais fait des études de biologie, je disais: «Mais enfin, non, il y a des virus qui circulent, c'est quand même pas ma faute, si j'attrape un virus»
Et j'ai pu entendre justement que non, je suis pas responsable du virus qui va arriver. Par contre, mon corps va être complètement responsable de la façon dont il va traiter ce virus. Est-ce qu'il va le traiter en combattant? Est-ce qu'il va se laisser traverser par ce virus? Ou est-ce que, au contraire, il va se laisser mettre à plat par ce virus? Donc mon corps, étant donné que c'est moi aussi, ben, j'ai une importance et le moment dans lequel je tombe malade, bon, ben, maintenant c'est vérifié aussi par la médecine, hein, plus on est fatigué, plus on a de stress, plus les virus ont un impact sur moi et de la même façon, pour les maladies un peu plus graves. C'est vrai qu'on le sait aussi maintenant, les personnes atteintes de cancer et qui sont très entourées vont pouvoir mieux surmonter cette période que celles qui sont seules et qui ont une mauvaise relation à elles-mêmes. Donc voilà. Mais pour moi, ça a été vraiment une vraie révolution que de me dire: «Ah oui, je peux écouter, je peux entendre mes symptômes, je peux entendre le petit bobo comme le gros bobo» et ça, vraiment, c'était une grosse découverte. Et puis mes émotions, que j'ai gardées pour la fin parce que les émotions, autant les symptômes, on a quand même la chance de ne pas en avoir tous les jours, mais les émotions, ben, elles nous traversent tout au long de la journée. Que ce soit la petite émotion tranquille sur le gros choc émotionnel, toute la journée, nous sommes traversés par des émotions. Donc écouter et surtout les entendre, ces émotions, c'est quelque chose qui est primordial dans la relation à soi. J'ai mis quelles étaient ces émotions, sur quoi elles reposaient, à quoi elles étaient liées. Donc je vais démarrer par le plus évident qui est la perte. Alors que ce soit un deuil, alors bien sûr un deuil de quelqu'un qu'on a aimé, ou que ce soit un deuil de quelque chose, hein. Par exemple, ben, dans mon cas, l'année dernière, ben, il a fallu que je fasse le deuil de ma carrière d'enseignante, par exemple. Une situation inachevée, bon, ben, on sait que ça va nous amener une émotion particulière. Là où c'est plus compliqué, c'est sur le retentissement. Alors ce que nous, on appelle un retentissement, c'est la situation du passé qui est ravivée par une situation du présent. Hein, c'est le mot retentissement, c'est ça, c'est quelque chose qui retentit quand je fais quelque chose ou quand on me dit quelque chose ou quand je dois faire un choix. Et ben il y a des fois un retentissement qui fait que je suis traversée par émotion et par une émotion. Et parfois, ça peut m'empêcher, me parasiter pour prendre une décision. Donc ça, c'est important d'aller voir à quoi elle est liée l'émotion là qui me traverse. Cette petite tristesse-là, est-ce que c'est une perte? Est-ce que c'est un retentissement? Ça peut même être carrément un trauma, hein, ou une blessure qui là, pour le coup, est carrément ouverte et donc l'émotionnel est quasi permanent. Hein. Les personnes, j'étais un petit peu comme ça avant mon travail personnel, voilà, toujours à vif, voilà, hein, dans la gestion de mon émotionnel. En réaction, en fait, quelqu'un qui est En en réaction. réaction, complètement en réaction, voilà. Ça venait sans arrêt, ce que me renvoyaient les gens, une petite phrase, ne serait-ce qu'un froncement de sourcils, une modulation de la voix, sans arrêt, je le prenais contre moi, pour moi, personnellement. C'était bien qu'il y avait chez moi des choses qui retentissaient et il a fallu vraiment que je m'en occupe de ces blessures de mon passé. Et puis, donc, tout en haut, c'est les besoins. Donc les besoins non remplis, ben, moi, j'avais pas conscience. Le besoin physiologique est également très présent. Alors c'est le petit truc que j'ai appris sur moi, dans la relation à moi. Ben, par exemple, quand mes enfants veulent me parler de quelque chose d'important, je m'assure que j'ai bien mangé avant. C'est rien que ça, c'est un besoin physiologique auquel avant je ne me reliais pas du tout. Je pouvais rentrer dans des colères monstrueuses en étant persuadée que c'était bien l'autre qui m'avait mise en colère, alors que tout simplement, ben, je sais maintenant que quand mon besoin physiologique d'avoir mangé est rempli,
je suis beaucoup plus apaisée et plus à même d'écouter, tout ce que l'autre a à me partager. Donc ça, les besoins physiologiques, mais également les besoins de sécurité. Les besoins de sécurité, c'est quelque chose qui est à la base, là aussi et on le verra plus tard, qui est très, très important et qui module notre système nerveux, hein. Quand nous ne sommes pas en sécurité, notre système nerveux est programmé, lui, pour passer à l'action. Donc à nous de voir si c'est un danger réel ou si c'est un danger qui est peut-être illusoire ou dont je me fais une montagne, mais qui n'est peut-être, irrationnel. Voilà. Et puis le besoin relationnel. C'est vrai que si, par exemple, dans mon cas personnel, le fait de sauter le pas pour, démissionner, je me suis questionnée avec ce relationnel puisque je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin de relationnel et le fait de ne plus avoir de collègues au quotidien, c'est une question que je me suis beaucoup posée. Je me suis demandé ce que j'allais pouvoir faire de mon besoin relationnel qui était très présent et sous quelle manière, sous quelle forme j'allais pouvoir le remplir, de façon à ce que ça ne me porte pas préjudice dans mon choix personnel. Donc voilà pour, l'émotionnel. Donc vous voyez que c'est très important, là encore, de se questionner sur l'émotion. Qu'est-ce qu'elle vient me dire? Cette émotion qui me traverse, cette colère, est-ce qu'elle est due à une situation du passé ou à un besoin de sécurité ou à un besoin physiologique non comblé ou à une situation inachevée? Ça va être le point de départ de questionnement dans la relation à soi. Comment tu t'es dit quand tu as pensé aux besoins relationnels, comment tu as envisagé du coup, par rapport à ton choix professionnel, ton nouveau choix professionnel? Merci de me poser cette question. Eh bien, c'est vrai que ça a été, pour moi quelque chose un des points les plus compliqués de me dire: «Oui, mais je n'aurai plus de collègues si je travaille dans un cabinet, je vais être seule, toute la journée et comment je vais pouvoir, rencontrer du monde? Comment je vais pouvoir échanger?» Eh bien, je me suis mis dans des réseaux, par exemple, des réseaux d'entrepreneurs, et puis j'ai découpé mon activité en plusieurs champs. C'est-à-dire que j'ai un champ coaching où là, je suis dans l'individuel, mais j'ai tenu à garder un champ formation parce que la valeur de transmission était très présente aussi chez moi. C'était pas un hasard si j'étais enseignante, hein et du coup, j'ai tenu à garder ça pour avoir, des moments de formation et pour rencontrer du monde. Oui, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est aussi mon cas, hein, parce que je suis passée d'enseignante à entrepreneur aussi, il y a aussi la possibilité de travailler avec une équipe, c'est-à-dire aussi, peut-être pas au départ, mais de se dire: «Je vais le construire pour aussi accueillir des gens qui vont travailler avec moi», que ce soit ça peut être des clients, ça peut être des personnes qui travaillent pour soi, pour l'entreprise ou des collaborateurs ou des partenaires. Vraiment, en fait, finalement, on n'est pas tant que ça seul quand Ouais, on c'est déploie vrai. son réseau et ça comble et là, je vois vraiment qu'en tant qu'enseignant, encore plus, on a tout intérêt à développer une entreprise de ce profil-là parce qu'on a cette, tendance naturelle à aller vers l'autre, finalement. Tout à fait, c'est vrai, ça c'est très très judicieux, ta remarque, est judicieuse. Finalement, on n'est pas si seul que ça quand on est entrepreneur. Ouais. C'est une vision, je pense que c'est une vision qu'on doit adopter. Il y a des gens qui aiment être seuls et c'est OK, mais on peut aussi développer une entreprise avec une vision justement collective. Et d'ailleurs, on a oublié de le préciser, mais tu es aussi cofondatrice de l'association Communiquer autrement qui intervient dans les collèges pour parler de communication aux jeunes et je pense aussi que ça aussi vient nourrir ton besoin de relation et d'aller vers ce public qui est quand même à la base aussi, ton public de cœur. Tout à fait. Merci, merci de le préciser. Oui, c'est, créer cette association, m'a tenue, à cœur et c'est vrai que quand, avec une collègue, on est parti de ce pari fou en se disant: «Ben, tiens, la communication relationnelle, elle n'existe pas à l'école et ben, si on l'amenait nous?» Donc voilà, on a créé ça et on a la chance, en fait, d'avoir un partenariat avec la DSDEN, de mon département, donc du 64 puisque je suis dans le sud-ouest. On a ce partenariat, on intervient, dans de nombreux collèges et puis d'autres actions, que fait, cette association. Donc oui, tu as raison, c'est vrai, je ne l'avais pas vu comme ça en fait, merci de me mettre en lumière, mais c'est venu sûrement nourrir aussi ce besoin relationnel, d'être Les en projets viennent pas par hasard, les projets professionnels. Pas eu.
C'est très vrai. Consciemment ou inconsciemment. Tout à fait. Ensuite, les besoins, j'en parlais, donc dans les besoins, il y en a plusieurs et il y a 2 grands besoins, le besoin d'approbation et le besoin d'affirmation, qui sont souvent en concurrence et ça crée, donc j'ai tenu à faire un petit focus là-dessus parce que quand on n'arrive pas à faire un choix parfois, c'est qu'il y a un conflit intrapersonnel qui est lié à ces 2 besoins. Parce que, le besoin d'approbation il dépend du regard de l'autre, hein, c'est que j'ai besoin d'être approuvée dans tout ce que je vais faire. Donc forcément, il y a une dépendance implicite du regard de l'autre, même si je n'en suis pas consciente, hein. Même si ça n'est pas dit, même si ça n'est pas remarqué, je peux me mettre dans ce besoin d'approbation et effectivement, c'est très, lié à un manque, d'approbation dans le relationnel au niveau de l'enfance. Hein, c'est lié à ça. Alors que l'affirmation, on prend un risque parce que là, je m'affirme, ça veut dire que je suis pleinement pour le coup, à mon bout de la relation ici. Peu importe ce que dira l'autre, son avis, peu importe ses froncements de sourcils ou ses avis perso, je suis là et je m'affirme dans ce que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie de dire et donc je prends un risque, mais je m'affirme. Donc c'est vraiment là, le passage à l'âge adulte, en fait. Donc là, pour, rentrer dans ce désir d'affirmation quand il n'y a pas eu trop d'approbation dans l'enfance, eh bien, il est possible de se relier au désir plutôt qu'à la peur. Parce que j'ai appris que derrière toute peur se cachait un désir. Ça m'a beaucoup plu. Je me suis saisie de cette phrase parce que moi, j'étais quelqu'un de très anxieuse et vraiment, j'avais des peurs partout, rationnelles ou irrationnelles. Et me relier à mes désirs plutôt qu'à mes peurs a été un appui et une aide, incroyable. Et bien là, je vais en témoigner. Je suis rentrée, dans le studio avec une peur de: «Qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Est-ce que je vais dire une bêtise?» Et tout de suite, j'ai pris un objet symbolique pour me relier, à mon désir de prendre plaisir. Donc je suis reliée de temps en temps quand je sens mon cœur qui bat, je me relie à mon désir d'être, là et bien là et de prendre plaisir. Donc voilà, se relier à son désir plutôt qu'à sa peur permet aussi de sortir de l'approbation et de passer à l'affirmation. Et ça va être, très important. Quel est cet objet? J'ai pas eu le temps de de le voir. Alors c'est des objets, hein. Dans la méthode ESPER, on travaille beaucoup avec des tas d'objets, du quotidien, qui peuvent faire rire, hein, parce que c'est des objets que j'ai trouvés aussi, dans les vides-greniers, avec lesquels je suis attirée, mais qui n'ont pas forcément, de signification. Mais moi, ce matin, j'avais envie de prendre, une jolie pierre, de multicolore et je me suis dit: «Ah bah tiens, ce matin, ça sera mon désir de prendre plaisir dans cette masterclass». Donc je l'ai devant mon ordinateur et il me permet, de ne pas rester envahie par ma peur, mais de me focaliser plutôt sur mon désir et c'est plus joyeux de se focaliser sur un désir que sur une peur quand même. Donc ça donne beaucoup plus d'énergie. Super. Ça peut être aussi l'occasion de vous dire si vous êtes dans un projet de reconversion, tiens, est-ce qu'il y a pas un objet qui pourrait venir nourrir, ou symboliser ce désir-là? Pourquoi pas? Bah, tiens, moi, quand je le vois, c'est mon micro. Que ça m'accompagne, je m'en rendais pas compte, mais c'est vrai que je pense qu'on a quelque part, consciemment ou inconsciemment, on a un environnement ou quelque chose, un repère visuel ou un objet qui peut nous renforcer ou nous remettre en mémoire les choses importantes et je trouve ça très beau ce que tu dis sur l'idée du désir derrière la peur donc je retiens. Oui, oui et c'est vrai que la méthode ESPER, a cette, propriété aussi de se fonder sur le symbolique, sur, tout ce qui est, voilà, symbolique. Parce que, de toute façon, le langage, est symbolique. Nous ne sommes que des êtres de symbolique et là, le remettre en conscience, le symbolique, ça a une force incroyable. Ça permet de ne pas se perdre dans l'irrationnel, là encore. Là, pour faire des choix, passer de l'approbation à l'affirmation peut être quelque chose qui peut aider et si au moins je ne suis pas en capacité, parce que ça c'est un chemin qui a été long pour moi, hein, m'affirmer m'a demandé du temps.
ça demande un travail, eh bien, au moins se dire, alors je suis dans quel besoin là? Dans le besoin d'approbation ou dans le besoin d'affirmation? Et c'est OK, c'est pas grave si on est dans le besoin d'approbation, du moment que on l'a conscientisé et que c'est fait en toute conscience. Voilà, il n'y a pas de jugement avec les besoins. Hein, ils sont tous très importants, mais c'est avoir conscience, pardon, qu'ils sont là et que peut-être ils sont en conflit. Voilà. Mmh. Peut-être justement aussi se poser la question à qui je donne, avec qui je cherche mon approbation, bien C'est choisir ça, les c'est ça. personnes de confiance Tout et à fait. où et quand, il est bon que je m'affirme aussi, ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est très juste. Merci Marie. Donc voilà. Et donc voilà, faire le choix va être le moment de faire la différence entre l'urgence et la priorité. Alors ça, moi je me rends compte que je n'étais que dans l'urgence. Dans l'urgence, dans l'urgence, dans le faire immédiatement. C'était la crise, le conflit, donc ça génère des inquiétudes, des angoisses. Du coup, ça génère, enfin, c'est occasionné souvent par une pression des autres, mais on se met de la pression sur soi. Et souvent, ça entraîne le choix forcé ou bien alors le non-choix, parce qu'on est incapable de faire un choix tellement il y a de pression. On se dit: «Ouh là là, je peux pas y aller, donc je fais pas le choix». Mais le non-choix est aussi un choix. Exact. C'est-à-dire que si je suis paralysée en laissant, les autres décider pour moi ou l'univers ou l'avenir décider pour moi, c'est que mon non-choix a été un choix. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'a beaucoup aidée. Voilà et l'urgence à faire un choix dans l'urgence, ça c'est souvent, en réaction, hein, en réaction à, l'anxiété, l'angoisse ou la pression des autres. Alors que la priorité, elle nécessite le stop. C'est pour ça que j'ai mis le panneau stop. Ça nécessite le stop, se dire: «Alors j'ai un grand, grand choix à faire là». Moi le choix que j'ai fait de quitter de façon définitive l'éducation nationale m'a habité 1 année. Donc j'ai pas pris ce choix à la légère et je me suis questionnée, re-questionnée, re-questionnée. Qu'est-ce qui faisait qu'à ce moment-là, j'avais besoin de mettre un point final à ma carrière ou j'aurais pu rester en disponibilité encore? Non, ça a été vraiment questionner et re-questionner. Donc ça suppose un stop, et ça suppose des renoncements. Ça va supposer un engagement clair avec soi-même. C'est-à-dire, là, je ne me fais plus balader. C'est, je m'engage, je fais un choix, je vais m'engager. Donc ça va nécessiter aussi une clarification de soi, hein. C'est, qui je suis, quelles valeurs j'ai, qu'est-ce qui est important pour moi. Donc ça va avoir la notion de la fidélité à soi et de respect à soi et uniquement à soi. Et là, ça suppose de se connaître un peu. Donc c'est un choix plus conscientisé et là, il n'y a plus la dimension réactionnelle, mais la dimension relationnelle, relationnelle envers soi. Je suis bien en relation envers moi quand je me pose pendant 1 année pour décider si oui ou non, si j'avais dit à ma famille: «Je prendrai ce choix, pas à la légère, en conscience, donc je vais ne pas me laisser influencer, mais pendant 1 année, j'ai besoin de cette année pour mûrir ce choix et donc je suis bien au quotidien en relation avec moi». Ralentir pour choisir finalement. Parce que c'est vrai qu'en en accompagnant, en écoutant beaucoup de collègues, je me rends compte qu'on est quand même nombreux aussi à une certaine tentation de fuir une condition difficile, fuir la pression, fuir le stress et parfois du coup ça peut engendrer des choix, dans la précipitation, dans l'urgence comme tu le dis tout de suite et du coup, ce ne sont pas des choix qui nous ressemblent finalement. C'est ça. Ou c'est des choix pour des mauvaises raisons, ou c'est des choix au mauvais moment. Alors au mauvais, c'est pas dans l'absolu, hein, parce qu'il n'y a pas ni bon ni mauvais, on l'a dit tout à l'heure. C'est mauvais pour soi, c'est-à-dire est-ce que je me suis donné le temps de digérer ce que je suis en train de vivre? Même si c'est très douloureux, est-ce que j'ai digéré ça pour pouvoir prendre ce choix-là? Est-ce que voilà, c'est plutôt dans cette optique-là qu'est la réaction et la fuite. On la verra tout à l'heure aussi, c'est important, ce mot-là, il est important. Ouais. Alors, bah, voilà, on y est, face à mes peurs, qu'est-ce que je fais?
Est-ce que je vais tricher? Est-ce que je vais les oublier? Est-ce que je vais les combattre, les apprivoiser, les analyser ou les esquiver? Ou encore plein d'autres possibles. Moi, je crois que je suis passée un petit peu partout. J'ai beaucoup triché avec mes peurs. J'ai fait comme si elles n'existaient pas. Je les ai oubliées, je les ai combattues. Ça marche pas, hein. Enfin, dans mon cas, combattre mes peurs, je me suis, vraiment ramassée à chaque fois que j'avais voulu combattre mes peurs. Voilà, ça marchait mieux quand je les apprivoisais. D'ailleurs, je suis encore un peu dans la négociation avec mes peurs parfois, les analyser, les esquiver et en fait, tout ça, ça va être de se questionner: «Est-ce que je les écoute?» en fait et on revient à qu'est-ce que ça suppose la relation à soi? C'est s'écouter et s'entendre et donc s'écouter et s'entendre, c'est écouter et entendre mes émotions, donc ma peur, est-ce que je vais l'écouter? Et est-ce que je peux même lui faire de la place? Parce que si je ne lui fais pas de place, si je l'oublie ou si je triche, si, comme pendant des années, j'ai fait comme si la peur n'existait pas, je me disais: bah». Alors ça, la peur, non, 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 même pas peur. Elle revenait au galop et alors, dans un état, voilà, c'était de l'anxiété quotidienne, alors que si j'avais fait de la place à mes peurs, elle aurait pu prendre toute la place et m'envahir et puis au final, elle traverse. Et ça, moi, j'ai découvert ça, que lui laisser de la place à ma peur, eh ben oui, je peux la laisser traverser, mon corps, ma tête, mon conscient et puis ça finit par passer parce que je lui ai laissé la place. Mais Ça, ça, c'est l'intelligence émotionnelle aussi finalement, c'est justement tout à fait. d'accueillir toutes ces facettes de nous et puis, c'est vrai que beaucoup de collègues parlent de ça, puis on voit finalement quand on vous la met de côté, elle revient d'une autre façon. Tu vois, par exemple, ça va être de l'auto-sabotage sur son projet, c'est la voilà, c'est des choses qu'on va faire malgré nous finalement. Oui. Ou, même des actes manqués ou des symptômes et dans mon cas, c'était énorme parce que j'étais quelqu'un de très anxieux et je ne me posais pas de questions, sur un problème en particulier. Je ne voulais pas voir ce problème familial en particulier et bien, jusqu'au moment où, un symptôme est arrivé, de façon, importante, c'est-à-dire que je n'ai plus pu marcher du jour au lendemain. Donc ça a été voilà un symptôme arrivé, voilà, tu vas t'en occuper de cette peur, tu vas la regarder en face et voir ce qu'elle veut dire et là, c'est quand même très important de faire de la place à ces peurs et de les écouter pour ne pas qu'elles nous envahissent dans notre corps, ou dans notre tête. Parce que la santé mentale, est aussi, en danger quand on n'écoute pas nos émotions, hein. Mmh. Donc voilà. Impressionnant ce message de ton corps, hein. Oui, oui mais si on écoute chacun, chacune, je crois qu'on a tous quelque chose à raconter à un moment donné, dans notre corps. Notre corps, il parle, hein, de toute façon, donc voilà. Ouais. Bah, écoute, si je peux ajouter l'eau au moulin, moi la première année que j'ai faite donc de stage, la première, alors j'ai fait 2 stages moi dans ma vie, mais le premier stage de mon premier CRPE, j'ai développé une hyperthyroïdie. Donc en fait, ma thyroïde s'est emballée et je me suis mis à avoir des comportements, des émotions. C'était terrible. Alors en plus, dans un stage où il y a de la pression et puis il y a les visites, ça a été vraiment une année assez particulière et je pense qu'il y a des liens à faire, c'est sûr. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait et ça, c'est vrai que du coup, en méthode ESPER, il est possible justement d'aller visiter le pourquoi du symptôme, qu'est-ce qu'il veut dire? Et ça a été, très éclairant pour moi de me rendre compte ce que mon symptôme venait me dire. Donc voilà. Donc voilà sur les peurs. Alors, on arrive à cette fameuse, conjonction entre estime de soi et confiance en soi, parce que faire un choix, bien sûr, on va tous dire: «Ben oui, il s'agit, d'avoir confiance en soi ou d'avoir de l'estime de soi pour avoir une relation avec soi apaisée et donc on peut faire tous les choix en pleine confiance». Eh bien, oui. Mais c'est quoi alors la confiance et l'estime de soi? Parce que pour moi, c'était très vague, en fait
Et en fait, je me suis rendu compte que l'estime de soi, oui, l'estime de soi, elle balaye un peu tout. Elle balaye la capacité à développer de l'amour envers soi. Donc, bien sûr, hein, c'est pas l'amour narcissique. Hein, l'amour envers soi, c'est de l'amour inconditionnel qui est juste à minima, je dis, de la tolérance et au mieux de la bienveillance, bien sûr. Hein. Ensuite, ça va être de la capacité à oser se faire confiance. Et ça, pour moi, c'était ouf, c'était énorme. Donc, ça va être d'enlever tous les messages disqualifiants que l'on a pu entendre dans notre enfance. Et c'est ce dont tu me parlais tout à l'heure. Est-ce que l'éducation que l'on a reçue, est-ce que les messages que l'on a reçus ont un impact? Alors oui, et archi oui, sur la confiance en soi, forcément. Et le milieu scolaire des années 70-80, puisque je suis issue de ces années-là, n'était pas hyper bienveillant. Hein. Il y avait encore, dans ma classe, j'avais encore un maître avec une baguette Rosalie qui, dès qu'on donnait la mauvaise réponse, on avait le petit coup de baguette sur les doigts. On était loin de la bienveillance dans l'éducation à l'époque. Et ça laisse des traces, hein, plus ce qui était véhiculé comme croyance dans les familles, mais ça laisse des traces. Voilà, donc la capacité à se faire confiance va nécessiter de nous dépolluer hein, des relations qui ont été voilà, un peu polluées à minima, sinon toxiques. Voilà, et puis la capacité à se positionner. Donc, le besoin d'affirmation, on revient là-dessus, et la capacité à ne pas dépendre du regard des autres. Donc là aussi, c'est cette fameuse affirmation, donc on y revient aussi. Donc l'estime de soi, c'est ce gros package. Donc c'est compliqué d'avoir, on ne naît pas avec, tiens, ma chérie, je te mets au monde et tu as le paquet estime de soi. Ça se construit en relation avec les autres, justement. Donc, ça vient balayer tous ces champs. Donc, à quoi je vais voir que mon estime est grande ou pas? Alors, moi, j'aime bien avoir des petits curseurs comme ça parce qu'on l'a jamais, on n'a pas une estime de soi à 100%. Mais comment je sais qu'elle est plutôt pas mal en ce moment? Ça aussi, ça fluctue suivant le temps, suivant ce qu'on est en train de faire. Eh ben, les curseurs, ça va être mes comportements réactionnels. Ben, si je me mets en colère facilement et systématiquement, ben, je comprends qu'en ce moment, je suis plutôt dans le réactionnel. Il y a quelque chose qui est touché chez moi. Donc, mon estime, elle est peut-être pas au top en ce moment. Mon taux d'énergie, si en ce moment, ben, c'est compliqué de mettre en place des projets, ben, peut-être que mon estime de moi, elle est pas au top non plus. Si je me dévalorise sans cesse, alors les autodévalorisations dont je parlais au début, mais quel nul, mais quel empoté. Mais de toute façon, ne fais même pas ça, ça sert à rien. Tu sais très bien que tu n'y arriveras pas. Voilà, c'est les autodévalorisations, pareil. Et puis les rancœurs, les ressentiments, quand on ressasse sans arrêt, ça montre une estime de soi qui est pas très très haute. Donc comment faire pour la restaurer? Alors bien sûr, hein, là c'est très très schématisé. Moi, ça m'a pris du temps. Donc là, on est vraiment dans le... Voilà, ça s'est passé par, voilà, j'accueille, j'amplifie, je restitue le pas bon. Donc restituer, c'est une démarche aussi symbolique qui peut se faire. Voilà, restituer le pas bon et être à l'écoute de mes propres besoins relationnels. Donc voilà, c'est tout ça, restaurer son estime de soi. Et vous imaginez bien que ça se fait pas en allez, aujourd'hui, je vais travailler mon estime de moi et comme ça, ce soir, elle sera au taquet. Non, c'est dans la réalité, ça se travaille au quotidien. Et puis, il y a des moments où elle est plus basse, donc on a besoin d'y retravailler, d'y revenir. Et puis, c'est comme ça. Ça fait partie de la relation à soi. Et donc, la confiance, et là aussi, c'est pareil, bah, ça va être de me mettre des ancrages comme ça. Bah, je vais apprendre à m'aimer, mais là encore, c'est un chemin. Hein, je m'aime pas du jour au lendemain. Alors, pareil, hein, c'est pas l'amour. Je me fais des bisous partout et je suis la poubelle. Voilà, c'est pas narcisse, c'est juste, bah, je m'aime quoi que je fasse, avec mes défauts, mes qualités. Je me respecte. Déjà, premier pas, faut mettre. Ouais. C'est ça, c'est déjà une acceptation.
Puis ensuite, bah oui, je m'aime quoi que je fasse. Même si, à un moment donné, je suis pas très fière de moi, c'est pas grave, je m'aime quand même. Parce Mmh. qu'il y avait une Je ne suis vie. pas ce qui m'avait aidée, moi, c'est je ne suis pas mes échecs, je ne suis pas mes ni même mes victoires d'ailleurs. Je ne suis pas ce que je fais. Je suis beaucoup plus que Et ça. je suis beaucoup plus que ça et ça ne me définit pas et quoi que je fasse, même si, à un moment donné, j'ai fait n'importe quoi dans telle relation et ben, c'est pas grave. J'ai fait ce que je pouvais, donc oui, ça passe par l'acceptation et puis je m'aime quand même parce que je ne suis pas que ça. Voilà. Donc se respecter, hein, dans les relations, se responsabiliser et apprendre à rester fidèle à ses valeurs et à ses fameux choix. Donc tout ça, c'est tout un programme. C'est très vite fait là dans une jolie petite vignette, mais ça prend du temps. Donc là encore, de la tolérance à minima si on peut pas encore être bienveillant envers soi. Moi, j'ai appris à passer par la tolérance. Je me disais: «Bon allez, je me tolère et puis plus tard, peut-être que je deviendrai bienveillante envers moi». Mais au moins la tolérance envers soi-même, c'est déjà pas mal. Et donc, découvrir comment je fonctionne. Quels sont mes mécanismes de survie? Et là, c'est le lien avec la théorie polyvagale. On connaît nos mécanismes de défense ou de survie, hein, le combat, la fuite, l'isolement, et voir un petit peu dans quoi je suis à quel moment. Est-ce que je passe de l'un à l'autre ou est-ce que je suis bloquée dans une boucle ou est-ce que je suis bloquée dans un mécanisme? C'est intéressant de voir, de se voir faire. Donc le combat, c'est faire, faire, faire. Hein, j'enchaîne les projets, j'enchaîne les formations parce que je ne serai jamais assez bien. Je Mmh. déploie beaucoup d'énergie, je suis dans l'action. Et là, s'écouter, ça va être, oui, c'est très énergétivore ça, le combat, on est dans le don de soi On peut aussi, hein, pas ça va ouais, être fort. on peut pas être toujours dans le On combat, peut c'est pas être épuisant. toujours, mais il y en a qui sont et c'est souvent les mécanismes de gens qui arrivent, vers le burn-out après. Ils ont été dans le Mmh. combat longtemps pour résister. Ils ont beaucoup déployé d'énergie et tout d'un coup, poum, il y a l'effondrement qui arrive. Donc c'est le mécanisme du burn-out. Parce que c'est très énergétivore, ce mécanisme de combat. Le mécanisme de fuite. Donc, je fuis dans quoi? Bah, je fuis dans le rêve, un jour peut-être, dans les addictions qui peuvent être les addictions, bien sûr à l'alcool, à la drogue, mais ça peut être aussi les addictions, aux séries, par exemple, en ce moment, il y en a beaucoup et c'est OK, hein, c'est OK de passer par ces mécanismes. Ces mécanismes de survie sont là pour nous protéger. Ils nous disent bien qu'il y a un danger dehors. Donc c'est OK d'y être, à condition de ne pas rester bloqué dans un et de ne pas s'y perdre et d'y aller. Avoir conscience de ce on fait ça pour et c'est peut-être Voilà. en transition par rapport à ce qu'on vit là présentement parce qu'on n'a pas d'autres, trouvé d'autres solutions immédiates à notre souffrance finalement. C'est exactement ça, hein. Ces mécanismes de survie, il est engrangé dans notre système nerveux, donc c'est vraiment un équipement de base qu'ont tous les mammifères et donc c'est là pour nous protéger. Donc c'est pas bien pas bien d'être en combat ou en fuite ou en isolement. C'est au contraire, ça dit quelque chose de nous à un moment particulier et de toute façon, dans une journée, j'y passe plusieurs fois par jour. À des moments, bah, clairement, en ce moment, je déploie beaucoup d'énergie pour expliquer et peut-être que justement après, bah, je prendrai un temps pour, en conscience vers l'isolement pour me recharger en énergie, pour ne pas, déployer trop d'énergie et m'effondrer plus tard. Voilà. La fuite, c'est pareil. Il y a des moments où, ben, clairement, je fais le choix à des moments de me dire: «Allez, aujourd'hui et ben, ça va être, fuite, dans, une série parce que j'ai envie de couper le mental et puis l'après-midi, j'irai en forêt. Mais clairement, aujourd'hui, je vais fuir et je ne vais pas répondre au téléphone». Voilà, c'est la différence entre en être conscient et être piloté par ces mécanismes. Donc là, Mmh. si je suis consciente, tout va bien. Si je suis pilotée par eux, c'est qu'il y a un souci quelque part, c'est que quelque part mon système nerveux a détecté un danger. La différence entre procrastination active et passive?
Ah oui, merci de poser cette question. Alors, la procrastination passive, bon, bah, c'est celle de, bah, je verrai demain. Hein, je verrai demain. Non, j'ai encore ça à faire. Hein, non, non, je verrai demain. J'ai encore des papiers à faire. Non, demain, puis demain, puis demain. Ça, c'est la passive. L'active, c'est, bah, je vais chercher des occupations qui vont être là pour me dire, ben non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de m'y mettre parce que j'ai eu quand même ça à faire. Donc, j'ai pas eu le temps. Mais quelque part, je sais très bien que si je ne me mets pas à ça depuis un mois, c'est bien que ça me fait peur. C'est pas que ça me plaît pas, c'est que ça me fait peur. Et donc, l'active, c'est que je m'invente plein de tâches. Une fuite en avant, en fait. Voilà. Donc, pour terminer, j'avais fait cette petite planche pour savoir comment me remettre au centre. Donc, d'abord, me relier à moi. Donc, moi, je prends des temps dans la journée par la respiration. Je m'assois correctement, bien, et je passe ma main sur, voilà, voilà, ça y est, je me relie à ma respiration, ça y est, je suis reliée à moi. Ensuite, je clarifie, c'est-à-dire clarifier pour moi, ça veut dire j'écarte tout ce qui est pas moi, c'est-à-dire ben, toutes les influences extérieures, tout ce que, voilà, par exemple pour un choix professionnel, je vais écarter ben, par exemple, mes parents, c'est ah ben non, tu peux pas quitter le fonctionnariat comme ça, quand même, c'est la sécurité. Non, ça c'est pas moi. Donc je le mets de loin. J'ai eu entendu: «Oui, mais tu es point retraite». Non, ça c'est pas moi non plus, donc j'écarte, voilà. Clarifier vraiment, qu'est-ce que je me pose vraiment comme question? Qu'est-ce qui me fait peur à moi? Mais je prends pas les peurs des autres. Voilà la clarification. Ensuite, faire la différence entre ma vie et mon existence. Et ça aussi, ça a été une révélation parce que ma vie, c'est vraiment, ce que j'ai au fond de moi, ce qui m'habite. Alors que mon existence, bah, c'est ce que je fais de ma vie au quotidien. Donc, qu'est-ce que je veux pour moi, pour que ma vie soit belle et soit joyeuse? Quelle existence je veux mener? Et là, ça change tout. Parce que parfois, on a plein de vie en soi qu'on ne laisse pas sortir et on finit par avoir une existence un peu morose ou en deçà de ce que l'on avait imaginé quand on était enfant. Oui, oui, je vois complètement ce que tu veux dire. Mais je le vois parce que bon, maintenant j'ai le recul et c'est vrai que les choix qu'on fait, parfois on les fait jeunes. Par exemple, hein, quand je suis devenue enseignante, j'avais 22 ans, je sortais de l'université et c'est vrai que c'est des choix qui sont beaucoup menés soit par l'influence, comme tu disais tout à l'heure, ce qui n'est pas forcément moi, ou par peur ou par facilité parce que c'est ce qu'on connaît déjà ou c'est ce qui paraît le plus accessible. Bref, et le fait de se dire, bah, en fait, quand j'ai dû, reprendre mon projet de reconversion, de me reconnecter à toutes ces envies, avant même que ce soit des vies et de les remettre au centre, en fait, dans les activités de mon entreprise et ça m'a énormément apporté d'enthousiasme et d'énergie, une énergie que j'avais vraiment perdue. Bah oui, merci de ce témoignage parce que c'est exactement ça, ça illustre vraiment ça. Donc, sortir du réactionnel aussi et ça va demander d'aller nettoyer notre passé et ça demande aussi de sortir de l'urgence pour aller vers la priorité et puis prendre le temps de m'écouter et de m'entendre, hein. C'est bien ce que je dis, on fait pas un choix important en un week-end. Il est possible de se dire: «Ben non, ce choix, justement parce que ça va être un choix prioritaire pour moi, eh ben, je vais me laisser le temps. Je vais me laisser du temps». Quel temps je peux me laisser? Voilà et puis, oser aller vers mes zones d'ombre. Ça, pour moi, ça a été compliqué au départ parce que j'osais pas trop y aller. Bah, c'est qu'est-ce qui est dangereux justement d'aller voir, visiter nos zones d'ombre. Donc là aussi, ne pas trop se mettre la pression, c'est-à-dire que je vais savoir, en m'écoutant bien, quel est le temps idéal pour moi pour aller, vers mes zones d'ombre. Si ça se trouve, c'est pas encore aujourd'hui parce que je suis pas encore en capacité de les accueillir. Je suis pas encore en capacité d'accueillir mes blessures. Bah, c'est OK. Je sais que un jour, je ferai pas l'économie d'y aller parce que, mon intégrité, ma vie à l'intérieur va être impactée, mais pas tout de suite parce que c'est pas le bon moment. Mais un jour, il faudra que j'y aille. J'ai tenu à mettre quelques petites questions pour aider. Alors c'est vraiment il pourrait y en avoir plein d'autres,
choisissez les vôtres, mais moi, ce sont celles qui m'ont aidée et vraiment auxquelles j'ai répondu, en fait, pour rétablir le lien avec moi. Donc, ai-je le pouvoir sur ma vie ou est-ce que je laisse quelqu'un d'autre avoir le pouvoir sur ma vie? Ça peut être un conjoint, mais ça peut être quelque part les croyances de mes parents. Quels sont mes autosaboteurs? Est-ce que j'ai conscience de mon corps et de ses messages? Donc, on revient aux symptômes et à tout ce que mon corps me dit. Est-ce que j'ai ma propre parole ou est-ce que je véhicule des lieux communs entendus à la télé ou dans les générations précédentes? Est-ce que je maltraite ma vie, hein? C'est-à-dire qu'à force d'accepter des choix d'autrui, je maltraite peut-être ma propre vie intérieure. Est-ce que j'ai conscience de mes besoins? Est-ce que j'ai conscience de mes désirs? Et là, c'est quelque chose d'un peu plus fin. Et puis enfin, donc j'ai mis en plus gros parce que ça a été pour moi quel chemin je vais prendre pour tendre vers le meilleur de moi. Alors, je ne mets pas pour être le meilleur de moi parce que la meilleure version de soi, je crois que c'est l'œuvre de de tendre vers. Excellent. Voilà. Donc, le meilleur de moi, il est plus profond, il est plus loin. Et voilà, toujours être vers ce chemin, tendre vers, tout en sachant que peut-être, et même très sûrement, je n'y arriverai peut-être jamais, mais c'est pas grave, j'aurais fait de mon mieux avec ce que j'ai eu. Ce sont les questions qui m'ont permis à moi d'avancer. Et au final, l'enjeu de la relation à soi, ça va être de sortir des états de survie, hein, du combat, de la fuite ou de l'isolement, qu'on appelle en anglais fight, flight ou freeze, pour aller vers un état de sécurité intérieure, pour enfin aller vers la vie, en profiter, la respecter et surtout l'entretenir. C'est vraiment l'enjeu, quoi. Aller vers la vie et sortir de la survie. L'enjeu et le jeu aussi. L'enjeu et le jeu, tout à fait. Et remettre le jeu au centre aussi, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et donc voilà, j'aime bien terminer par des citations qui m'ont inspirée. Donc je vous les partage, mais voilà, vous pouvez en trouver plein. Moi, j'aime beaucoup les citations. Voilà, ce sont pour moi des petits phares, des petits points de repère. Donc, j'aime bien celle de Jean-Paul Sartre qui dit « L'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons de nous-mêmes avec ce qu'on a fait de nous. » Donc, je trouve ça plutôt juste dans la relation à soi. J'aime bien aussi celle de Kierkegaard qui dit « Oser, c'est perdre pied momentanément, mais ne pas oser, c'est se perdre soi-même. » Donc là aussi, j'aime bien ces deux que j'ai comme un phare parce que ça rappelle toujours à la relation à soi, en fait. Merci Anne pour ces citations qui, je pense, vont parler à plusieurs personnes et tout ce contenu-là qui va nous permettre peut-être aussi de nous nourrir dans les jours, semaines, mois, années. Hein, comme on a dit, c'est un processus qui demande de ralentir, de prendre le temps. Moi, j'aime bien le mot se régénérer. Ouais, moi, je vois vraiment la reconversion, si c'est le cas pour certains enseignants qui nous écoutent, en tout cas le changement professionnel, comme une régénérescence. J'aime bien ce terme-là. Bah, on est toutes les deux des biologistes de formation. On y revient. Mais oui, cette idée vraiment que faire des choix qui vont nous ramener vers plus d'épanouissement, une relation à soi plus apaisée, ça va demander ce travail-là. Hein. Ça va demander un travail. Hein. On est d'accord que c'est un vrai travail. Non, c'est un vrai travail. Et par contre, oui, moi j'entends souvent, je travaillais sur moi, j'ai entamé un travail sur moi. Alors moi, je préfère, je travaille avec moi. C'est-à-dire que je prends tout. Je prends mon paquet, mes zones d'ombre, mes émotions, les trucs dont je suis pas très fière, mes actes, mes comportements. Je prends tout ça et je vais y travailler avec. Je leur dis, allez, venez, on y va là et on va découvrir ce qu'il y a derrière un petit peu et puis ce qu'il est possible de faire avec tout ça. Merci à toi d'être venu parler de toute cette relation à soi et la richesse de toutes ces ressources qu'on peut s'approprier et puis pratiquer jour après jour pour retrouver une relation à soi apaisée et faire les bons choix professionnels. Si tu veux aller plus loin et continuer de t'informer sur la reconversion, n'hésite pas à t'abonner à la Gazette de la reconversion enseignante. T'as plus qu'à suivre ton chemin.
c'est peut-être ça, c'est peut-être rien. La voie est libre, prends les devants et ton